Hawk est un extraterrestre. Il vit sur une planète lointaine, extrêmement avancée sur le plan technologique. Régulièrement, des agents comme lui sont envoyés vers d'autres planètes, tout aussi développées, afin d'y mener des échanges commerciaux. Son peuple a depuis longtemps vaincu la vitesse de la lumière grâce à ce qu'ils appellent la physique mégaquantique. Hawk effectuait l'un de ces voyages lorsqu'il eut envie de se dégourdir les jambes. Le hasard tombait bien, sa trajectoire passait à proximité de la planète Terre, dont l'atmosphère est respirable pour lui. La Terre est connue depuis longtemps par son peuple, mais elle ne les intéresse pas. Trop petite, trop insignifiante à leurs yeux. Hawk n'est pas un scientifique, c'est un commercial. Il n'a jamais vraiment cherché à comprendre la Terre. Il ne l'a pas étudiée, cela ne l'intéressait pas. Il ne connaît donc pas grand-chose de cette planète, si ce n'est qu'elle possède de vastes océans et qu'elle abrite quelques êtres vivants. Cela ne signifie pas que les scientifiques de sa planète ignorent la Terre, simplement que Hawk est assez inculte en la matière. Ce n'est pas son domaine. Il décide donc d'atterrir avec sa petite soucoupe en plein milieu d'une très grande forêt. L'endroit précis n'est pas défini et cela n'a pas d'importance. Son vaisseau est de petite taille, un modèle rapide, un appareil de fonction fourni par son entreprise pour aller rendre visite aux clients. Il n'embarque pas grand-chose, uniquement ses documents à faire signer. Hawk atterrit et découvre un paysage magnifique, par une belle journée, en pleine lumière. Autour de lui s'élèvent des arbres gigantesques, traversés par des rayons de soleil qui percent le feuillage et révèlent dans l'air une multitude de petits insectes, éclairés comme des grains de poussière suspendus. Hawk ne savait pas que la Terre pouvait être aussi belle. Sur sa planète, il existe aussi de beaux paysages, rocheux pour la plupart, parfois verdoyants, avec des lacs et des rivières, mais rien qui ressemble à cette forêt. Il sort alors de sa soucoupe pour se dégourdir les jambes, comme il en avait envie. Il marche, admiratif, laissant son regard se perdre autour de lui. Le temps passe vite. Il se sent bien. Il respire profondément. Cela lui plaît. Il découvre des fleurs, des champignons, des mares, des plantes, de la mousse. Certaines choses existent sur sa planète, mais jamais sous cette forme. Ici, tout lui paraît à la fois sauvage et rassurant. Il se roule dans la mousse au pied des arbres, trouvant cela frais, doux, étonnamment confortable. Plus loin, il voit des canards s'envoler brusquement d'une mare. Il n'avait jamais vu de canards, mais il lui rappelle certains oiseaux de sa planète. Sans inquiétude, il les observe, s'approche, puis s'assoit au bord de la mare, sur un tronc mort. Il se surprend à penser qu'il aimerait beaucoup emmener sa famille passer des vacances ici. Il se demande aussi pourquoi, sur sa planète, les spécialistes ne se sont jamais intéressés davantage à cette terre. Mais il est temps de repartir. S'il tarde trop, il sera en retard à son rendez-vous. Hawk rebrousse chemin, mais ne retrouve pas sa soucoupe. Il marche encore, et encore. L'inquiétude commence à le gagner. Où est-elle ? Il réalise soudain qu'il n'a pas pris son capteur géographique. Il l'a laissé dans la soucoupe. Il est sorti sans rien. Tout est resté à l'intérieur. Mais la soucoupe, il ne la retrouve pas. Plus il avance, moins il reconnaît les endroits par lesquels il est passé. L'affolement le gagne. Il se met à courir. Le soir tombe. Il erre de plus en plus lentement, de plus en plus désespéré, dans cette forêt qui semble ne jamais finir. Hawk est perdu. Il finit par s'asseoir, épuisé. Il a faim. Il a soif. Il doit absolument retrouver sa soucoupe. Son premier rendez-vous est fichu, il le sait. Tant pis. Il craint de perdre son emploi. Et plus encore, il se sent perdu dans sa tête. Un peu plus loin,
il découvre une petite cascade près d'un torrent. Il boit longuement, puis, épuisé, s'allonge et s'endort sur place. Hawk est réveillé par des cris aigus. Il sursaute et lève la tête. Le jour se lève à peine, c'est l'aube. Au-dessus de lui, sur les branches, des oiseaux sont rassemblés et chantent à tue-tête, emplissant la forêt de leurs cris stridents. Hawk tente d'en interpeller un. « Hé, attends !» La plupart des oiseaux s'envolent aussitôt, effrayés. Un seul reste, perché un peu plus haut, et le regarde. « T'es qui, toi ?»« Hawk !» répond-il. « J'ai besoin de ton aide. J'ai perdu ma soucoupe. »« Ben, cherche-la !»« Mais toi, tu peux voler ?» explique Hawk. « Tu pourrais survoler la forêt et voir si tu ne la trouves pas. » L'oiseau penche la tête. « Pourquoi tu n'y vas pas toi-même ? » « Je ne peux pas voler sans ma soucoupe. »« Eh ben, prends ta soucoupe. »« Mais je l'ai perdue. »« Bah alors cherche-la. » Hawk comprend alors que les oiseaux de la Terre n'ont pas la même intelligence que ceux de sa planète. Il reprend sa marche. Il a faim. Un peu plus loin, il aperçoit un cerf occupé à manger des baies. Hawk s'approche prudemment et lui demande s'il peut en prendre aussi. Le cerf ne semble nullement surpris de voir Hawk, comme s'il avait vu des extraterrestres toute sa vie. « Dis-moi d'abord comment tu me trouves, » dit le cerf. Hawk ne comprend pas tout de suite. Il explique qu'il l'a trouvé par hasard et commence à raconter son histoire. Le cerf l'interrompt. « Non, comment tu me trouves physiquement ?» Hawk reste un instant perplexe, puis répond qu'il le trouve beau, pensant lui faire plaisir. Le cerf insiste. « Beau comment ?» Hawk en rajoute. Il a faim et il a compris qu'il fallait flatter le cerf pour être amadoué. Il parle de ses magnifiques cornes, de son port majestueux, de sa prestance. Il faut dire que les bois du cerf sont assez dissuasifs. Finalement, le cerf accepte de le laisser manger quelques baies, tout en continuant à vanter sa beauté et sa place de prince dans la forêt. Il lui parle de ses nombreuses biches, de ses enfants magnifiques, de sa façon exemplaire de se toiletter. Hawk, délicatement, feint alors un rendez-vous urgent pour pouvoir quitter les lieux. Un loup l'aperçoit de loin. « Hé, toi, t'approches pas. T'es quoi comme animal ? Je te connais pas. » Hawk s'arrête. Le loup l'observe attentivement, se demandant s'il pourrait être bon à manger. Hawk, qui comprend l'intention du loup, lui répond qu'il ne sait pas. Il ajoute que, sur sa planète, aucun animal ne mange les êtres de son espèce, et que cela doit bien vouloir dire quelque chose. Qu'il n'est peut-être pas comestible ? Puis il lui raconte l'histoire de sa soucoupe perdue. Le loup, qui a un côté punk anarchiste, semble intéressé. « J'ai le meilleur flair de la forêt, et je connais ce coin comme ma poche. » Hawk est soulagé, presque heureux. Le loup s'approche et le renifle longuement afin de mémoriser l'odeur de la soucoupe. Puis il se met à chercher. Il part à droite, revient, repart dans une autre direction, s'arrête, recommence. L'odeur est nouvelle pour lui, étrange, difficile à saisir. Au bout d'un moment, il regarde à droite, puis à gauche, et se met à crier « Je suis perdu !» Hawk s'éloigne, plus désespéré que jamais. Une taupe sort alors de terre juste devant lui. « Tu es Hawk ?» dit-elle. « J'ai tout suivi depuis mes souterrains. Tu cherches ta soucoupe, c'est bien ça ?» Hawk répond que oui, sans grand espoir, car la taupe semble ne rien voir du tout. D'ailleurs, lorsqu'elle le regarde, elle ne regarde pas exactement dans sa direction. La taupe lui demande si sa soucoupe est ronde, faite d'un métal un peu brillant et posée près d'un petit arbre vert. Hawk reprend espoir et répond que oui, exactement. La taupe lui demande alors de la suivre, affirmant qu'elle sait où se trouve la soucoupe. Hawk, impatient, la suit, jusqu'à ce qu'elle lui montre un gros pneu. Hawk crie que ce n'est pas sa soucoupe. La taupe repart aussitôt dans ses galeries, furieuse, affirmant qu'elle n'aurait jamais dû vouloir aider une chèvre. Une chèvre ?
Cette taupe voit encore moins bien que ce que Hawk imaginait. Hawk repart, dépité. Le renard du début l'a observé depuis le départ. Alors que Hawk tente de pêcher avec ce qu'il a pu trouver, dans un petit lac, le renard vient s'asseoir à côté de lui. « Ils sont tous idiots dans cette forêt, » dit-il. « Mais aucun n'est méchant. Bien sûr, nous, les carnivores, sacrifions parfois quelques vies pour nous nourrir, mais nous respectons malgré tout l'équilibre indispensable de cet endroit, tellement précieux pour nous. Je vais t'aider à t'installer ici en attendant que tu retrouves ta soucoupe. Tu sais, la forêt est immense, et depuis hier, tu as parcouru beaucoup trop de chemin. Même si tu pouvais voler, les arbres t'empêcheraient de l'apercevoir. Alors, si tu dois rester ici, autant que tu t'y sentes bien. » Hawk éclate en sanglots. « J'ai ma famille, tu comprends? Ma douce femme, Kékette. » Le renard pouffe. « Kékette? Ta femme s'appelle Kékette ?» Hawk ne rit pas. « Et alors, j'ai 3 beaux enfants. Ils ne peuvent pas grandir sans moi, tu comprends ?» Le renard se calme. Il comprend, mais ne peut rien y faire. « Un jour, tu la retrouveras, j'en suis sûre. » Il réfléchit un instant, puis ajoute « Mais tu ne peux pas reconstruire ta soucoupe ?» Hawk répond que non. Il n'est ni mécanicien, ni scientifique. Il est commercial. Il ne sait que conduire une soucoupe et éventuellement en entretenir le moteur. Hawk va donc s'installer dans la forêt. Le renard lui présente un ami, un castor qui vit au bord de la rivière. À eux 3, aidés par la famille du castor, ils lui construisent une cabane. Ils lui apprennent où trouver de la nourriture, comment se débrouiller, comment survivre. Hawk commence alors à explorer la forêt. Il le fait prudemment, en laissant des balises afin de retrouver son chemin. Jour après jour, il tente d'explorer un peu plus loin, un peu plus longtemps, toujours dans l'espoir de retrouver sa soucoupe. Il se fait d'autres amis, mais aussi des ennemis, des lapins, de véritables saloperies, qui lui jouent sans cesse de mauvais tours, et les oiseaux, toujours aussi bêtes. Peu à peu, Hawk devient très familier des lieux. Il apprend à les connaître, à les aimer profondément. Il se surprend à penser que, s'il retrouvait sa soucoupe, il irait chercher sa famille pour venir vivre ici. La vie y est plus douce, le bonheur bien plus accessible que sur sa planète trop civilisée. Les années passent. Hawk est devenu une sorte de Tarzan de la forêt. Il connaît tout le monde dans son coin. Il a aménagé plusieurs endroits agréables où certains animaux viennent s'amuser. Des manèges en bois, des écoles, des lieux de relaxation. Hawk est devenu une star, même si certains animaux ne l'aiment pas. Malgré cela, tout se passe bien. Jusqu'à un bruit assourdissant venu de loin. Tous les animaux se figent. Le bruit ne s'arrête pas. Il inquiète. Pire encore, il se rapproche. Le renard pousse alors un cri. « Les humains, ils arrivent !» Les lapins s'enfuient comme des flèches. Les cerfs bondissent dans tous les sens. Un affolement général s'empare de toute la faune. Hawk ne comprend pas ce qui se passe. Le renard, lui, n'a pas peur. Il sait. Il sait que les humains détruisent des forêts pour construire leurs terriers, comme il dit. Hawk ne connaît pas les humains. Après quelques explications, il comprend que les humains se comportent exactement comme son propre peuple sur sa planète, avides de pouvoir, détruisant tout pour construire toujours plus. Le renard le regarde alors. « Tu es donc comme les humains, tu es comme eux. Nous ne sommes plus amis, je ne veux plus te voir. » Le renard s'en va. Aucun animal ne reste. Hawk est seul. Hawk lève la tête et aperçoit un bulldozer face à lui. Il ne prend pas peur. Il a déjà vu des engins bien plus impressionnants et technologiquement plus évolués. Il fait face. Il ne sait pas s'il a raison, mais il n'est pas impressionné. Le bulldozer s'arrête. Le conducteur descend. Mazette, c'est quoi ça? Un autre humain arrive, puis le chef de chantier, puis encore quelques employés. Tous font face à Hawk, muets. Ils se regardent.
Hawk ne dit rien. Puis Hawk prend la parole. « Partez, laissez cet endroit tranquille. » Les hommes ne comprennent rien. Il semble que Hawk ne comprenne que le langage des animaux, pas celui des humains. Le chef de chantier sort discrètement son téléphone portable. Il prend une photo à la va-vite et appelle la police. La police prévient l'armée. En très peu de temps, des chars et des hélicoptères arrivent sur les lieux. Hawk ne bronche pas, il ne bouge pas. Il reste face à eux, à distance. Un chef militaire, effaré par ce personnage à la peau bleue, tente de nouer le contact à distance à l'aide d'un mégaphone. « Nous ne vous voulons pas de mal. Qui êtes-vous? D'où venez-vous » Hawk ne comprend pas. Il ne bouge pas. Il reste immobile face à eux. Depuis le début, Hawk a conservé sur lui une seule chose, une arme. Pas une arme destinée à tuer, mais un appareil conçu pour paralyser temporairement d'éventuels ennemis grâce à un ultrason. Il n'avait jamais ressenti le besoin de s'en servir dans la forêt, mais à présent, il perçoit clairement le danger. Il sort l'arme. Elle est minuscule, à peine plus grosse qu'une balle de ping-pong, mais d'une puissance considérable. Il la braque en direction des humains. Au moment même où les humains se retrouvent paralysés, figés sur place, des tirs ont le temps de partir. Hawk est touché par une balle et s'effondre. Alors que les humains sont immobiles, le renard, resté caché et n'ayant rien perdu du spectacle, surgit. Il récupère Hawk et l'entraîne à toute vitesse dans la forêt. Un pivert, stupide, est amené par le castor. Le castor parvient à lui faire comprendre qu'il doit aller chercher la balle dans la jambe de Hawk. Le pivert obéit bêtement et retire la balle d'un violent coup de bec, ce qui fait hurler Hawk de douleur. Le pivert repart aussitôt avec la balle, fier de son trophée, sans comprendre pourquoi on lui avait demandé de faire cela. Le castor, de son côté, applique des feuilles sur la blessure et attache la jambe de Hawk avec de fines lamelles de bois. Hawk va guérir, mais la forêt, elle, est en grand danger. Les humains, de nouveau actifs, ont repris leurs activités. Cette fois, l'armée est à la recherche du martien bleu. La guerre a commencé. Les humains survolent la forêt sans cesse. Ils larguent des bombes lacrymogènes. Des troupes parcourent les bois, armées jusqu'aux dents. Des animaux sont tués. Des feux sont volontairement allumés. Peu à peu, cette partie de la forêt se retrouve encerclée. Hawk et ses amis animaux sont pris au piège, au milieu. La situation semble désespérée. L'arme de Hawk leur permet de résister lorsqu'ils croisent des humains. Ils les paralysent et peuvent ainsi passer. Mais Hawk se déplace difficilement à cause de sa blessure. C'est le roi cerf qui se charge de le porter. Un seul objectif les guide, se sauver. Mais où aller? Les humains sont-ils capables de tout détruire? Hawk ne veut pas y croire. Sur sa planète, même si son peuple ne fait pas toujours de bonnes choses, ils ne sont pas aussi stupides et destructeurs. Hawk commence à comprendre pourquoi les dirigeants et les scientifiques de sa planète n'ont jamais voulu s'intéresser à la Terre. Les humains sont des sauvages, stupides et méchants. Hawk, le renard, le cerf et ses biches, la taupe, des oiseaux, des loups, des lapins et bien d'autres animaux encore sont désormais en exode. Tous espèrent que les humains finiront par abandonner et que la vie pourra redevenir comme avant. Mais au cours de cet exode, un événement inattendu survient. Hawk aperçoit soudain sa soucoupe. Elle est un peu sale, envahie par les herbes, mais elle est intacte. Hawk s'en approche, l'ouvre et n'en revient pas. Elle fonctionne encore. Je vais pouvoir quitter cette planète maudite et retourner chez moi. Le renard s'avance vers la soucoupe. Alors ça y est, tu vas rentrer comme ça? Tu vas nous abandonner à notre sort? Eh bien, vas-y. Je pensais pourtant qu'on était amis, pour la vie.
Les animaux s'approchent à leur tour, à la fois sidérés et en colère. Le cerf prend la parole. « Je ne suis pas assez beau pour toi? Tu as mieux sur ta planète ?» Le loup gronde. « J'aurais dû te manger, j'aurais dû. » Le castor, plus sage, intervient. « Si tu pars, nous allons tous mourir. Toi seul peux nous aider, comme nous t'avons aidé. Fais comme tu veux. Va là où ta conscience te guide. » Hawk est stupéfait. « Mais qui vous a dit que je vous abandonnais? Toi, le renard, tu m'as accueilli. Toi, le cerf, tu m'as porté sur ton dos. Toi, le castor, tu m'as soigné. Bon, vous, les oiseaux et les lapins, vous m'avez bien saoulé, mais je vous aime malgré tout. Vous, les loups, je sais que vous montiez la garde quand je dormais. Vous, les taupes, vous m'avez permis de nettoyer la forêt de détritus nauséabonds. Vous tous, vous avez été là pour moi. Vous m'avez accepté. Et vous pensez vraiment que je vais partir comme ça, sans rien faire pour vous? » Un grand silence s'installe. Hawk se dirige alors vers sa soucoupe. Il en sort une sacoche. À l'intérieur, une sorte d'aspirateur. Avec ça, les amis, les humains ne pourront plus rien contre vous. Hawk, qui marche désormais un peu mieux, avance avec tous les animaux en direction des humains. Le renard, marchant à ses côtés, lui demande « Tu ne veux vraiment pas nous dire à quoi sert ton machin ?» Ils arrivent à quelques centaines de mètres des humains. Devant eux s'étend un énorme barrage. Militaires, ouvriers, policiers et journalistes sont présents. Les humains mettent le feu à la forêt et détruisent tout sur leur passage. Un homme, sans doute un général ou un responsable politique important, crie dans un mégaphone « Liti bleu, rendez-vous et nous arrêterons de détruire cette forêt. » Le renard se tourne vers Hawk. Qu'est-ce qu'ils disent ? « Je n'en sais rien, » répond Hawk. « Je ne parle pas humain. » Sidéré, le renard insiste. « Tu parles le langage de nous tous, mais pas celui des humains ? » « Il faut croire que je ne parle pas le langage de l'infamie, » répond Hawk. Le renard lui sourit et lui tapote l'épaule. Hawk brandit alors son appareil. « Cerf, loup et tous les animaux costauds, retenez-moi par derrière pour m'empêcher de bondir en arrière. » Tous obéissent, tandis que les hommes continuent d'avancer lentement dans un fracas assourdissant. Hawk appuie sur la gâchette. De l'appareil jaillit un souffle d'une puissance inimaginable. Sur un arc de 180 degrés, humains et machines sont projetés à des centaines de mètres en arrière. Les feux sont éteints instantanément. Les animaux n'en reviennent pas. Le renard regarde Hawk abasourdi. « Qu'est-ce que c'est que cet engin ?»« Ce n'est pas une arme, » explique Hawk. « Quand on voyage dans l'espace, ça sert à dégager les pluies de météorites qui arrivent sur nous, afin qu'elles ne détruisent pas la soucoupe. » Tous avancent de quelques centaines de mètres, bien moins apeurés qu'auparavant, et Hawk déclenche à nouveau l'appareil. Ni les balles tirées, ni les bombes lancées ne peuvent résister à ce repousseur de météorites. Les humains n'ont alors plus d'autre choix que de reculer. Les animaux hurlent de joie. Hawk est un héros. Plus tard, une sorte de cérémonie de départ est organisée près de la soucoupe. Hawk a réuni le cerf, le castor et le renard. Il leur confie 2 appareils repousse météorites. « Il suffit de mettre de l'eau propre ici, » explique-t-il. « L'appareil transforme la molécule de... Enfin, ça marche très bien avec de l'eau, quoi. J'en avais 3. On n'est jamais assez prudent avec les météorites. Je m'en garde un pour mon voyage de retour. » Le cerf sourit. « Tu sais quoi ? Aujourd'hui, c'est toi le plus beau. » Hawk lui prend le museau et le serre contre lui. Le castor s'approche. « Fais attention à toi, gamin. J'espère qu'on te reverra. »« Oui, castor, » répond Hawk. « Tu peux en être certain. Je reviendrai. » Le renard, ému, murmure. « Je m'étais fait un ami, pour la première fois. Tu vas me manquer. »
Il se met à pleurer. Hawk aussi. Il se serre dans les bras. Tout le monde applaudit. Hawk tend alors un cadeau au renard. « Tiens, c'était dans ma soucoupe. C'est une photo de moi, de ma femme Kékette et de mes enfants. » Au loin, on entend des lapins et des oiseaux ricaner. Il a dit « Kékette ?» Les autres animaux plus âgés les grondent aussitôt. Hawk ajoute « Je ne vais pas partir sans une séance de photos et de vidéos. Sinon, personne ne croira à mon histoire sur ma planète. » S'ensuit une série de photos amusantes et touchantes, ainsi que des vidéos avec Hawk et les animaux. Puis Hawk repart. Sa soucoupe s'élève en silence dans le ciel. Au loin, un paysan l'observe, bouche bée. Nom de... on va jamais me croire. La suite ? Peut-être Hawk reviendra-t-il un jour s'installer avec sa famille pour découvrir que les animaux sont à nouveau en danger.